Isor, bonjour. Bonjour. On est chez moi. Tu es chez moi depuis un moment. Tu sors de 6 jours de jeûne, je crois. Et donc là, il y a des aliments devant nous. C'est une manière un peu particulière de lancer l'interview, mais de dire aussi que ton livre Comment se soigner et guérir aujourd'hui, édité chez Exuvie, n'est pas le fruit du hasard, puisque tu t'intéresses en tant que médecin généraliste à pas mal d'approches, que ce soit dans la médecine académique à laquelle tu appartiens et à laquelle tu as été formé, mais également des thérapies qu'on dit complémentaires ou alternatives. Et c'est évidemment l'objet de ton livre, c'est de faire un travail de décortiquage et d'expliquer différentes approches de la santé, avec un prisme aussi sur des questionnements sur la maladie. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui n'ont pas vu l'échange qu'on avait déjà fait en live il y a quelques mois au sujet de ton livre et de ta conception de la médecine? Oui, alors je suis médecin généraliste depuis 2016-2017 et j'ai centré ma pratique essentiellement sur l'homéopathie uniciste, mais je me suis intéressée tout au long de mes études à d'autres pratiques et d'autres méthodes parce que tout m'intéressait à un moment, le temps que je décide ce qui me plaisait le plus et ce qui me parlait le plus. Donc je me suis formée un petit peu surtout pour pouvoir accompagner les patients au mieux, enfin faire se rencontrer les connaissances du patient et les miennes et pouvoir leur apporter un point de vue médical sur toutes les pratiques qui existent aujourd'hui, la naturopathie, l'aromathérapie. Euh, donc voilà, je me suis documentée beaucoup et puis je me suis formée au jeûne avec toi et à d'autres méthodes que j'utilise en appoint de la pratique. Alors là, tu disais, c'était de répondre aux patients, et c'est tout l'enjeu de ton livre aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins de médecine générale qui voient dans leur cabinet des gens qui leur disent j'ai entendu parler de telle thérapie, de telle pratique. Là, c'est quoi la vitamine D? On a parlé de l'huile essentielle de titri pour mes problèmes de peau, de la lavande. Et c'est vrai que le médecin généraliste est souvent questionné par un Mm. public Mm. qui est de plus en plus informé, alors Mm. de bonne ou de mauvaise qualité, qui va se documenter dans les livres, dans des revues, regarder des documentaires. Et il y a aussi ce souhait-là de ta part en tant que médecin d'avoir au moins un minimum de connaissances pour pouvoir répondre, voire conseiller, mais aussi dans ton statut d'auteur, ce qui t'a animé pour l'écriture de ce livre sur les dernières années, c'était aussi de proposer aux soignants, quelles que soient leurs approches, de voir qu'est-ce que c'est que l'anamnèse d'un médecin généraliste, qu'est-ce que c'est qu'un naturopathe, qu'est-ce que c'est qu'un médecin chinois, qu'est-ce que c'est qu'un psychologue, un hypnothérapeute, un ostéopathe. Bref, tout ce qui constitue aujourd'hui la société du soin, ce qu'on pourrait dire, pour avoir une perception globale, même en n'étant pas hyper spécialiste. Alors cette vidéo, on va la centrer sur l'alimentation. Toi, tu t'es privé d'alimentation là volontairement les 6 derniers jours. Tu as remangé juste avant la vidéo pour avoir un petit peu de peps. Et alors c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à travers le jeûne. Mais toi, tu as déjà un passif où tu t'es intéressé à la nutrition pour toi, mais également pour pouvoir conseiller, pour pouvoir comprendre. Alors, tu as observé ce qui se passait dans différentes approches diététiques, différentes approches nutritionnelles. Tu as investigué aussi l'hygiénisme, la façon de manger dont des érémériens et d'autres font la promotion. Tu as même aussi déjà fait une thèse sur le microbiote. Donc il y a vraiment cet intérêt en tant que jeune médecin généraliste il y a quelques années d'être déjà dans la nutrition et donc de pouvoir comprendre un petit peu les patients qui arrivaient. Et toi comme moi, on a vu dans nos cabinets respectifs des gens qui misaient tout sur ce qu'il y a devant nous, dire j'ai un problème de santé, j'ai une problématique de santé, eh bien je vais détoxifier et je vais revitaliser grâce à l'alimentation. Et si j'y arrive pas, je vais encore faire plus d'efforts sur l'alimentation. Alors toi, quel a été ton parcours, on va dire, euh, pour apprendre l'alimentation? Et quel a été ton parcours aussi pour essayer de transmettre au plus juste pour les personnes que tu pouvais conseiller? Alors, c'est toujours difficile de donner un point de départ d'un parcours, hein, mais le point de départ pour moi, c'est mes propres problèmes de santé. C'est souvent le cas chez les médecins, les thérapeutes, quand ils entreprennent une recherche euh, pour trouver une façon de soigner plus adaptée. Et donc, je pense que le premier ouvrage que j'ai lu et qui m'a ouvert la voie, c'était Jean Seignalais, L'alimentation ou la troisième médecine. Il y en a eu d'autres sur les maladies chroniques. Et donc,
ma première approche a été plus dans le volet naturopathie. Et ensuite, j'ai expérimenté des choses. Et je pense que c'est ça qui est important. Et si je sors de 6 jours de jeûne, c'est parce que je cherchais à en faire à nouveau l'expérience. Et tant qu'on n'explore pas une pratique, on reste sur des acquis et des connaissances. Ou des a priori. Et des a priori. Et le jeûne est une très bonne pratique pour se remettre en question en permanence. Alors après, c'est je pense, une des motivations pour écrire ce livre, c'était le sujet de l'alimentation. Parce qu'effectivement, c'est la question qui revient le plus souvent en consultation. Comment il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon. Et c'est difficile de répondre à une question comme ça quand on ne comprend pas la globalité d'une médecine. Parce que, comme tu dis souvent dans tes vidéos ou en stage, on peut tout justifier. Et on peut justifier la viande, on peut justifier le sucre, on peut justifier les produits laitiers. Et si on ne comprend pas que chaque médecine a sa vérité quelque part, même si ça peut un petit peu irriter de dire ça, on ne peut pas s'y retrouver en fait. Et on est perdu dans les injonctions paradoxales. La médecine chinoise ne va pas du tout préconiser la même diététique que la naturopathie ou en ayurveda, par exemple. Et en homéopathie non plus, ça ne va pas du tout être la même approche de la façon de manger. D'ailleurs, on en discutait il y a quelques jours de l'ayurveda et je te posais la question sur les desserts sucrés qu'ils proposent. Et donc, je trouvais que c'était intéressant la réponse que tu m'as faite. Donc, oui, c'est en fait, souvent on va fonctionner par a priori. Par exemple, la naturopathie va dire qu'il faut un maximum de végétaux crus. C'est ce qu'il y a de plus solaire, c'est là où il y a le plus de micronutriments, on ne dégrade pas non plus les enzymes, c'est ce qu'il y a de plus détoxifiant, etc., etc. Il y a les acrymalides, les molécules de Maillard qu'on met de côté. Et la médecine chinoise va dire, attention, le cru épuise la rate. Et puis, il y a l'équilibre yin-yang à trouver, parce que là, ça repose sur du taoïsme, ça repose plus sur la physiologie, on ne parle plus de nutriments, on ne parle plus de calories, on parle d'énergie d'un aliment qu'on va à la limite garder un peu cru à l'intérieur, mais passer au wok avec de l'huile pour décrudir à l'extérieur, et on mange de tout. Dans la médecine chinoise, il y a tout ce qui est comestible, que vous parliez des végétaux, de tout ce qui peut être règne vivant, du chauve-souris, pangolin, tout ce qu'on veut, cervelle de singe, tout peut y passer. Et on n'a pas un regard spécialement moral, mais on a un regard énergétique de dire l'ensemble du vivant propose des choses yin-yang, on prend ça. De la même façon que l'Ayurveda, on va s'attacher simplement aux saveurs, sucrées, salées, astringentes, amères, etc., etc. Donc c'est complètement différent et on n'aura pas non plus d'ici de calories, de comptage, de décomptage. Et le jeûne dans ces pratiques prend peu de place. Donc c'est vrai que quand on conseille des personnes, vous qui nous regardez, forcément vous avez une approche et puis vous vous dites, moi je pense que nous sommes frugivores, moi je pense que nous sommes crudivores, moi je pense que nous devons faire le jeûne intermittent. Et on va voir des points de différence. Et toi, ce que tu as essayé de faire dans ton livre, c'est que tu as sous-titré Théorie, pratique et philosophie des médecines actuelles, c'est de comparer justement les approches en partant de l'alimentation. D'ailleurs, tu as sélectionné des grandes thématiques, par exemple les produits laitiers, etc. Quelle approche dit quoi sur le sujet des produits laitiers pour que chacun s'y retrouve et en fait qu'on rentre dans les paradigmes et qu'on sache de quoi on parle. Est-ce que tu as l'impression, toi, qu'on cherche plus souvent les sujets de dissension des pratiques plutôt que les points de raccordement? Qui ça ont les je veux dire, nous, on va chercher des infos, je vais dire, j'ai l'impression d'avoir trouvé le Graal, c'est l'alimentation crudie, vegan qui est idéale, et je vais ouvrir un livre de médecine chinoise, mince, ou d'Ayurveda, remince. Et donc je ne vais pas comprendre. Ou l'homéopathie, encore pareil. Elle va me dire, non, vous pouvez manger presque tout ce que vous voulez dès l'instant que vous avez trouvé votre remède qui vous rend idéal, entre guillemets. Et donc, on va dire, nous, simples lecteurs, cherchants ou personnes qui cherchons à améliorer notre santé, on va souvent opposer les systèmes. Je pense qu'il y a les deux, enfin c'est ma thèse, qu'il y a les deux mouvements ou les deux possibilités.
Mon hypothèse, c'est qu'il faut connaître bien une médecine à fond et dans sa globalité pour l'expérimenter correctement. Si on prend juste l'alimentation dans l'Ayurveda, on va pas avoir d'efficacité, on va pas guérir si on prend en fait juste un morceau de la médecine. J'ai des doutes sur l'efficacité que ça peut apporter. Donc moi, je conseille de connaître vraiment en profondeur la philosophie et la pratique d'une médecine pour s'y retrouver et pour pas tout mélanger en fait, et pour pas s'y perdre. Après, dans l'approche intégrative, on est vraiment invité à expérimenter et explorer, et si on se sent attiré par une diététique qui n'est pas celle de la médecine avec laquelle on se fait suivre d'habitude, et ben c'est super, on expérimente. Mais en connaissance de cause, en fait, en sachant qu'on n'est pas dans le même référentiel. Et c'est vrai que l'alimentation, ça s'adapte beaucoup à la latitude, où est-ce qu'on vit, à notre âge, à quelle saison on est, à quel moment on est dans notre activité physique. Notre activité physique, et à quel moment on est dans notre parcours de santé, si on est vraiment très affaibli ou si on est déjà en relative bonne santé. Et puis il y a une chose, parce que là, de manière très concrète, imaginons, j'ai une douleur articulaire. Je peux me dire, c'est un déséquilibre acido-basique, puisque la naturopathie dit, à chaque fois, c'est l'acidose la seule maladie, ou la toxémie. Très bon livre, la toxémie. Et donc je suis toxémique, j'ai mal au genou gauche, on va dire. Voilà, il est là. Donc je vais manger. Je vais manger des fruits qui vont m'aider à détoxifier mon sang, ma lymphe, à drainer l'environnement. Je vais prendre des aliments reminéralisants pour restructurer, et ça ne marche pas. Donc j'ai deux possibilités en fait. Soit je pousse encore plus loin le curseur sur l'alimentation santé en me disant j'ai pas encore été un suffisamment bon élève, je me suis pas encore peut-être imposé une autre rigueur, donc je vais rajouter le jeûne intermittent, je vais rajouter peut-être du jeûne, enfin je vais à fond dans l'angle diététique. Mais peut-être que l'origine ou causale ou on va dire le levier d'action principal, c'est pas l'alimentation, ça peut être autre chose. Ce que tu proposes dans ton livre, ça peut être biomécanique, donc c'est peut-être plus une vision ostéopathique que je devrais avoir, ou alors peut y avoir quelque chose de psycho-émotionnel, de somatique. Donc là il faudrait que j'aille voir un praticien, je ne sais pas, un psychologue, quelqu'un qui travaille sur l'engrammage au niveau cellulaire, ou un hypnothérapeute. Mais ça peut être aussi un médecin généraliste qui dit de toute façon c'est biomécanique, il faut une intervention chirurgicale parce que c'est très dur, et l'ostéopathe, la manipulation ostéopathique tissulaire ne va pas suffire. Ou alors ça peut être un médecin chinois qui dit c'est au niveau énergétique, donc nous allons procéder avec des aiguilles d'acupuncture ou des mokshas ou les plantes, la phytothérapie de médecine chinoise. En gros, il y a aussi ça, ce que tu proposes dans ton livre, c'est dire souvent on va mettre énormément d'énergie dans le paradigme qu'on connaît ou auquel on croit, donc on reste dans une croyance, mais en définitive on n'est pas dans l'être, dans le savoir et dans quelque chose qui est juste au moins dans l'instant T. Oui, et en même temps, ce que j'ai voulu exposer, c'est que pour moi, la médecine conventionnelle, la naturopathie, l'homéopathie, l'ostéopathie, ce sont des médecines, c'est-à-dire qu'elles sont déjà globales en elles-mêmes, intrinsèquement, déjà holistiques, ainsi que les autres, les soins psychospirituels, etc. Donc finalement, on peut rester dans la naturopathie. Si la diététique n'a pas suffi, c'est qu'on n'a peut-être pas exploré toutes les branches. Et il y a des branches émotionnelles et spirituelles dans la naturopathie. Donc si cette douleur au genou a cette composante-là, il faut s'y intéresser. Et on peut tout à fait rester dans la même médecine. On n'est pas forcément obligé de changer de médecine. Et pareil en ostéopathie, c'est pas uniquement biomécanique, ça c'est un aspect structurel de l'ostéopathie qui est souvent décrit comme assez réducteur, parce qu'il peut y avoir une ostéopathie globale qui ne travaille pas à la localisation de la lésion, mais à distance, et qui permet tout à fait de réguler des émotions ou des blocages spirituels même.
Alors c'est hyper intéressant ce que tu as bien fait de me reprendre parce que j'ai été incomplet. En fait, en voulant pousser le curseur trop loin, en disant des fois il faut changer de paradigme, c'est vrai que souvent la personne peut dire moi je suis dans mon paradigme naturopathique, mais on a oublié de travailler peut-être le massage touché, on a oublié peut-être de travailler la complémentation alimentaire ou les huiles essentielles, l'aromathérapie dont tu parlais. On a oublié peut-être de parler du biomagnétisme, donc du caractère énergétique qu'on va retrouver dans une comme médecine comme l'approche de la médecine chinoise ou l'ayurveda. On n'a peut-être pas essayé non plus la gestion des émotions ou le souffle, le travail par le souffle, ou alors l'activité physique qui va faire mobiliser. Par exemple, souvent on dit pour l'arthrose, au début on disait repos, maintenant on a changé de perspective en disant non, on a rendu compte que l'activité physique plus soutenue et adaptée favorisait la désinflammation de cette zone-là. Et donc bien sûr, c'est explorer déjà le paradigme dans lequel on est, si on est dans une médecine plutôt disais globale, on pourrait dire globalisante aussi. Et puis, si jamais on a tapé un peu partout, et là, on peut changer de paradigme et aller voir une autre approche. Et en fait, ton livre, il est à la fois pour les praticiens de ces médecines-là, c'est-à-dire qu'on a une journée ne fait que 24 heures, et soit on est dogmatique, avec tous les guillemets du monde, et puis on est à fond dans son approche, et on n'a pas le temps ou pas la volonté, parce qu'on pense que son approche est exclusive, de s'ouvrir à autre chose. Donc là, ce livre-là permet de faire un état de l'art des anamnèses et des motifs de recours et des motifs d'action des 6 médecines que tu présentes. Mais c'est aussi un ouvrage pour le grand public, pour le patient qui se pose des questions, de se dire en fait là moi j'ai un problème de santé, je suis ouvert à peu près à tout, mais je ne sais pas du tout ce que c'est que la naturopathie, je ne sais pas du tout ce que c'est que la médecine chinoise, un hypnothérapeute j'y connais que dalle, l'ostéopathe j'y connais rien. Pour moi, surtout qu'il y a des ostéopathies, d'ailleurs c'est pour ça que ton chapitre sur l'ostéopathie, c'est celui qui est le plus complexe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que y a plein de portes d'entrée dans l'ostéopathie. D'ailleurs, on le voit bien, il y a des gens qui sont très toniques, il y en a d'autres qui sont à peine sur le toucher, il y en a d'autres qui sont presque plus dans le dialogue que dans le corps. C'est vraiment très large l'ostéopathie, et tu as réussi à condenser tout ça. Et le but, en fait, c'est que les soignants de tous bords se rencontrent mieux, et puis que les soignants puissent recevoir du public, et puis en préambule, les conseiller, les écouter, et que le soignant, lui, puisse, avec la connaissance et le libre arbitre, s'orienter vers la médecine qui lui convient. Oui, et souvent, la porte d'entrée par l'alimentation, ça relève d'injonctions sociales ou de bouche à oreille, ou de choses qu'on a lues, compris. Et en fait... il faut 3 produits laitiers par jour, il faut des protéines animales 2 fois par jour, c'est des choses qui sont acquises. Même en naturopathie, ce que oui, je veux c'est dire. Ça. Et en fait, et d'ailleurs, si c'est une prescription extérieure par n'importe quel praticien que ce soit, si c'est pas responsabilisé, investi, si c'est pas joyeux, si on le fait vraiment par contrainte, ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles ça fonctionne pas et qu'il faut se tourner vers un autre paradigme. Vers une autre approche. Et se tourner aussi peut-être vers un autre praticien de santé qui ne verrait que sa voie exclusive en disant c'est les fruits et les légumes et basta, et le jeûne intermittent, etc. Et c'est là où justement j'imagine que ta formation toi d'homéopathe uniciste, elle t'a servi, parce que on est sur une médecine de terrain exclusive, c'est un individu à un instant T. Et donc forcément avec des besoins qui sont foncièrement différents à une période différente de sa vie. Et quand bien même on revient là sur des thérapies qui sont censées être au service de l'individu, on se rend bien compte que souvent il y a un écueil, c'est d'avoir de la difficulté à mettre en perspective et de souvent appliquer un mode opératoire. Donc là je faisais une petite blague sur les produits laitiers, l'alimentation, les 4 repas par jour de la diététique officielle, mais on peut retrouver le même écueil pour la naturopathie, on va retrouver dans une logique de prescription où on n'est pas dans l'essence même de l'individu, c'est-à-dire d'investiguer, de connaître parfaitement son terrain. Dans l'individualisation. Donc c'est pour ça que tu as parlé beaucoup des anamnèses. C'est-à-dire le fait de faire des bilans très poussés pour aller chercher toutes les qualités de l'individu pour ensuite pouvoir conseiller au plus juste. Je dirais, toi, qu'est-ce qui t'a passionné en tant que jeune médecin à tout de suite t'orienter vers une approche, c'est-à-dire l'homéopathie uniciste, qui va à ce point-là chercher les différentes caractéristiques émanantes de l'individu? Alors je ne sais pas si c'est ça qui m'a le plus plu dans l'homéopathie. C'est difficile d'expliquer ce qui nous attire ou pas dans une médecine où
on le sent. Et moi, j'aime ce geste qui consiste à prescrire un remède à une personne à un instant T et que cela inclut la globalité, c'est-à-dire c'est holistique en soi. Et le remède, il va prendre en charge l'aspect physique, l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel. Et en termes d'alimentation, il y a très peu d'injonctions en homéopathie. C'est plutôt une diététique du juste milieu, mais on s'intéresse surtout aux désirs et aversions alimentaires. On va prendre la personne telle qu'elle est. On ne va pas lui demander de changer tout de suite quoi que ce soit, sauf s'il y a des extrêmes qu'il faut moduler. Mais le remède en lui-même va apporter cette modulation, cette régulation, quand il y a des attirances trop fortes ou des dégoûts trop forts. Et moi, j'ai trouvé cette simplicité et un réel apaisement pour l'esprit, en fait, de ne pas avoir trop de dogmes en homéopathie, de faire comme ci ou faire comme ça, dans l'alimentation et dans d'autres domaines, d'ailleurs, dans l'activité physique. Et il y a en homéopathie ce qu'on appelle le répertoire de symptômes. C'est l'ensemble de toutes les possibilités d'expression de la maladie par le corps, que ce soit au niveau physique, mental, les rêves, toutes sortes d'attitudes. C'est un répertoire immense. On n'a pas idée du nombre de symptômes qu'il y a dans ce répertoire et ça nous autorise à être tout ce qu'on est en fait. Tous les symptômes sont autorisés. Alors qu'en médecine officielle, quand c'est pas écrit dans les livres, on nous dit non, ça c'est pas possible. Ah, c'est pas possible d'avoir ce symptôme-là, ça n'existe pas. Alors, c'est extrêmement frustrant pour le patient de s'entendre dire ce que vous avez là, c'est pas possible parce que c'est pas écrit dans les livres. En homéopathie, c'est tout l'inverse. On cherche ce qui n'est pas commun. Dans la médecine conventionnelle, en fait, on a un nom de maladie. Et pour pouvoir donner le diagnostic à la personne, on essaie de recueillir tous les symptômes qui correspondent à ce nom de maladie, qu'à le faire rentrer dans une nosographie. Alors qu'en homéopathie, c'est tout le contraire. On va exclure tous les symptômes communs qui font qu'une angine est une angine et une gastro est une gastro. On va extraire les symptômes communs, on va chercher les symptômes particuliers, rares, bizarres, étranges. Tout ce que les gens n'osent pas dire ou parce que c'est tellement étonnant et inhabituel. Et c'est ça qui va permettre de trouver le remède. Donc c'est une attitude qui permet de valoriser, de ratifier la personne telle qu'elle est. C'est ça qui m'a le plus plu dans l'homéopathie. Et donc là, on retrouve vraiment cette idée d'aller enquêter sur le terrain de la personne et au final que quand elle se trouve plus en adéquation avec elle-même, elle va agir sur la globalité de son hygiène de vie, sur l'activité physique, sur le sommeil, sur la relation sociale, sa gestion du stress, et donc son alimentation. Et donc pour en terminer avec l'alimentation, parce qu'il y a des personnes qui disent, mais moi, du coup, qu'est-ce que je dois manger ? Qu'est-ce que vous me conseillez à manger, docteur Lamoureux ? Et toi, quand on te pose cette question-là, qu'est-ce que tu réponds ? Déjà, qu'est-ce qui l'attire ? Qu'est-ce qu'elle a envie de manger ? Alors, est-ce que tu différencies le besoin et l'envie, justement ? En fait, ça dépend toujours de la personne parce que si on a déjà beaucoup d'addiction et si on mange déjà très sucré, par exemple, on est coupé de son besoin spontané, on n'est plus intuitif sur l'alimentation. Donc, parfois, il faut quand même commencer par retirer tout ce qui est addictif, notamment le sucre, pour renouer avec un instinct, une intuition juste de ce qu'il faut manger ou pas. Et ça, c'est tout un chemin, c'est tout un travail et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ensuite, comme je pratique surtout l'homéopathie, comme je le disais, j'essaye de pas trop m'attacher à mettre des restrictions alimentaires parce que c'est pas le cœur de ma consultation. Et c'est vrai que parfois, j'adresse là au naturopathe pour qu'il s'occupe plus de ce volet-là et qu'on ne mélange pas tout dans la consultation. On peut alterner des médecines et les rendre complémentaires, mais pas forcément dans la même consultation où les propos seront discordants, où on va réfléchir avec deux référentiels de pensée différents. Pour moi, c'est très difficile à manier, pour moi, dans ma pratique. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, comme j'ai un peu une sensibilité de naturopathie quand même, j'explore le jeûne, etc., je vais souvent conseiller l'arrêt du sucre, des produits laitiers de vache,
pour commencer, mais c'est toujours individualisé, donc je ne saurais pas standardiser un interrogatoire comme celui-là. Mais j'essaye d'en revenir quand même à ce que où en est la personne, mais même dans son environnement social, familial, financier, enfin, il y a plein de paramètres à prendre en charge. Donc on se rend compte que c'est pas évident et que la solution de facilité pour un soignant ou quelqu'un qui communique sur la santé, c'est de donner une réponse toute faite, prête à emballer, prête à utiliser. C'est satisfaisant pour nous qui cherchons du soin ou vous qui nous regardez, dire tiens, j'ai un protocole, j'applique et je vais avoir quelque chose qu'on me vend comme miraculeux, mais c'est plutôt vendre une idée, vendre un concept, vendre une méthode, alors qu'en fait c'est un travail exigeant de la part de la personne qui recherche des infos, de faire 50% du chemin, et du soignant, quel qu'il soit, qui a une approche globalisante, de faire aussi 50% du chemin vers lui pour essayer de le comprendre, et c'est un travail qui se fait sur la durée. Et si vous cherchez une alimentation équilibrée, nos réponses vont vous décevoir, ça met du temps, beaucoup de temps, mais c'est aussi un chemin de développement personnel quelque part. Et oui, et en fait, j'aime beaucoup les paradoxes. Donc je dis qu'il ne faut pas être dans une forme de contrainte ou d'injonction. Mais je pense qu'il y a toujours un moment où on va se contraindre, se mettre dans l'inconfort, se déstabiliser, se mettre dans une discipline, et ça va demander un temps qui est pas simple, où on va manger différemment d'habitude, le corps va se réhabituer, demander ses anciens aliments éventuellement, mais au bout d'un moment, si c'est l'alimentation juste, le corps il dit ok, c'est ça en fait, c'est beaucoup mieux qu'avant, et il se réadapte à ça, le goût change, le corps appelle autre chose. Et donc il faut ce temps-là d'instabilité et ensuite d'amélioration et de confort. Et parfois ce moment-là vient pas, c'est qu'on s'est trompé, mais c'est ça l'expérience en fait. Ok, écoute Isor, merci, je pense qu'on va conclure là-dessus parce que c'est ce qui est le plus inspirant pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Je rappelle ton livre aux éditions Exuvie, donc Comment se soigner et guérir aujourd'hui, théorie, pratique et philosophie des médecines actuelles, où tu abordes donc médecine conventionnelle, naturopathie, homéopathie, ostéopathie, médecine chinoise, et ce que tu as décidé d'appeler thérapie psychospirituelle, mais qui aborde aussi les émotions. Merci de nous avoir accordé du temps, Isor. Merci Fabien. Et puis sans doute à bientôt pour d'autres contenus. Puis en attendant, les fruits et légumes nous attendent. Merci à vous et à très vite.